Il était tard dans la nuit. Les gyrophares rouges d'une ambulance clignotaient sous une pluie incessante dans les rues de Paris. Le téléphone sonna dans la chambre que Sophie Laurent et son mari venaient tout juste d'inaugurer. À peine avait-elle posé la tête sur l'oreiller qu'elle reçut un appel urgent de l'hôpital. Une patiente enceinte était dans un état critique. Son cœur défaillait sous le poids de la grossesse et l'intervention immédiate d'une chirurgienne cardiothoracique était vitale. Elle se leva d'un bond, enfila rapidement ses vêtements, les mains tremblant légèrement. Ce n'était pas la fatigue, mais un vague sentiment d'inquiétude qui grandissait en elle. Lorsqu'elle s'engagea dans le couloir de l'hôpital américain de Paris, l'horloge affichait plus de 23 heures. L'air était imprégné d'une odeur de désinfectant. Le son du moniteur cardiaque résonnait à un rythme effréné. La porte des urgences s'ouvrit brusquement et une infirmière la pressa. « Docteur Laurent. La patiente fait une insuffisance cardiaque aiguë. Elle perd beaucoup de sang. Il faut stabiliser son cœur immédiatement avant que les obstétriciens n'interviennent. » Sophie hocha la tête, enfila sa blouse stérile et ses gants, puis s'approcha de la table d'opération. La lumière du bloc opératoire éclaira le visage pâle de la femme qui gisait immobile. À cet instant, le cœur de Sophie sembla s'arrêter. La personne allongée là n'était autre que Juliette Moreau. Ce nom résonna dans sa tête comme un vieux souvenir soudainement déchiré. La jeune femme, qui avait toujours été présentée lors des galas du groupe Beaumont comme la protégée de son mari Alexandre. Sophie avait cru qu'après le mariage, tout cela appartenait au passé, mais il s'avérait que le passé ne dormait jamais. Gardant son calme professionnel, elle ordonna « Préparez la circulation extracorporelle au cas où ». Ses mains tremblaient légèrement, mais elle maniait le bistouri avec fermeté. Chaque geste pour maintenir cette femme en vie était comme une entaille dans son propre cœur. Tandis qu'une infirmière remplissait le formulaire d'admission, Sophie y jeta un coup d'œil par hasard et resta glacée. Dans la section « Personne de confiance », contact d'urgence écrit d'une écriture claire et soignée, figurait le nom d'Alexandre Beaumont, avec la mention « Compagnon » ajoutée à la hâte. L'air de la salle se figea. Tous les sons semblèrent s'évanouir à l'exception du bip rythmique du moniteur cardiaque. Sophie serra le bistouri. Ses yeux s'embuèrent un instant, mais elle poursuivit son travail. Chaque mouvement était aussi précis que celui d'une machine. En tant que médecin, elle ne pouvait laisser ses émotions interférer, mais en tant qu'épouse, elle sentait son monde s'effondrer. Elle ne sut jamais comment elle parvint à terminer cette opération. Lorsque la dernière suture fut retirée et que Juliette fut transférée en salle de réveil, Sophie resta immobile, sous la lumière blanche et crue. Une jeune infirmière demanda d'une voix tremblante. « Docteur Laurent, quelque chose ne va pas. » Elle secoua simplement la tête, la voix enrouée. « Non, tout va bien. » En sortant du bloc, ses gants ensanglantés tombèrent sur le sol avec un bruit sec. Dans le couloir, la pluie parisienne continuait de frapper sans relâche contre les vitres froides. Sophie s'appuya contre le mur et prit une profonde inspiration. Il y a seulement 6 jours vêtue d'une robe de mariée blanche. Elle avait marché vers l'autel au bras de cet homme, se croyant la femme la plus chanceuse du monde. 6 jours. Le bonheur avait à peine commencé à éclore qu'il se dissolvait déjà comme l'écume de la mer. Le téléphone vibra dans sa poche. Sur l'écran apparut le nom d'Alexandre. Ses doigts tremblèrent, mais elle décrocha. La voix grave et familière de son mari résonna à son oreille. « Tu ne dors pas encore. Je rentrerai un peu tard. Une réunion de dernière minute est intervenue. » Sophie pinça les lèvres pour retenir un sanglot. « Moi aussi, je viens de terminer. Si tu es fatigué, repose-toi vite. Demain, je t'emmènerai prendre un petit déjeuner sur l'avenue. » L'appel se termina. Elle resta immobile, fixant l'interminable rangée de lumière du couloir. Une larme roula sur sa joue, se mêlant à la nuit pluvieuse derrière la vitre. Dans son esprit, une seule question se répétait inlassablement, si tout cela était vrai que signifiaient ces 6 jours de mariage. La narration se ferme doucement comme une respiration retenue. Cette nuit-là, Sophie Laurent avait sauvé une vie, mais avait perdu la foi en l'amour qu'elle croyait autrefois éternel. Cette nuit-là, lorsque Sophie rentra chez elle, l'horloge marquait près de 2 heures du matin. Les lumières du grand appartement haussmannien étaient toujours allumées. Une lueur jaune pâle filtrait du salon mêlée à l'arôme d'un espresso amer et tiède. Alexandre Beaumont était assis sur le canapé en velours, les 2 premiers boutons de sa chemise ouverts un dossier à la main,
mais ses yeux étaient fixés sur la porte comme s'il attendait quelqu'un. Au son de la clé dans la serrure, il leva la tête, la voix légèrement éraillée par la veille. « Tu es rentré. » Quelle heure tardive. Une longue garde, Sophie retira ses escarpins et enfila ses chaussons avec des mouvements lents et fatigués. La pluie s'accrochait encore aux épaules de son trench coat, goûtant sur le parquet en point de Hongrie brillant. Elle ne le regarda pas, disant seulement à voix basse, presque un murmure, « Oui, je viens de sauver une vie, mais peut-être en ai-je perdu une autre. » Alexandre fronça les sourcils perplexes. « Que veux-tu dire ?» Sophie ne répondit pas. Elle se dirigea directement vers la cuisine, ouvrit un placard, prit un verre d'eau et but d'un trait. Sa main tremblait légèrement, et le son du cristal contre le bord du verre résonna sèchement. Dans son esprit, l'inscription sur le dossier médical continuait de tourner en boucle, le nom de son mari proprement inscrit sous la section « Personne de confiance, contact d'urgence ». Alexandre s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu es épuisé. Tu devrais te reposer. Je t'ai déjà dit que j'essaierais d'organiser du temps pour notre lune de miel en Provence. Je dois juste terminer cette semaine. » Elle se retourna avec un regard silencieux, profond et glacial. « Tu es très occupé, n'est-ce pas ?»« Oui. Des projets inattendus ont surgi à la succursale de Lyon, mais j'essaye de rentrer tôt à la maison pour être avec toi. » Sophie esquissa un sourire fané plus las que tendre. « Bien sûr, tu as toujours une raison d'être occupé. Tellement occupé que tu n'as même pas le temps d'expliquer ton propre passé. » Alexandre resta figé. Il ne savait pas pourquoi elle disait cela, mais son ton lui serra le cœur. « Sophie, qu'est-ce qui ne va pas? S'est-il passé quelque chose à l'hôpital ?» Elle le fixa longuement comme si elle voulait transpercer son visage serein pour y trouver une réponse. Puis elle dit d'une voix glaciale, « Rien, ce fut juste une longue journée. » Elle passa devant lui et monta l'escalier. Le bruit de ses pas sur le bois résonnait de façon rythmique, mais chaque marche semblait les séparer par une distance invisible. Alexandre resta immobile, observant le dos élancé de sa femme. Un malaise s'empara de lui comme si quelque chose se fissurait sans qu'il en comprenne la raison. La porte de la chambre se ferma. Sophie s'arrêta devant le miroir et déboutonna sa blouse un à un, les yeux rougis. Le reflet montrait une femme forte, mais son regard était plein de solitude. Sur la coiffeuse se trouvait encore la photo de mariage prise il y a moins d'une semaine. Ils y souriaient heureux, se regardant l'un l'autre. Maintenant, elle se sentait seule au milieu d'un vide glacial. Elle s'assit au bord du lit, et sa main toucha inconsciemment son ventre, l'endroit où elle venait de toucher la petite vie d'une autre femme. « Cet enfant », murmura-t-elle, tandis que les larmes tombaient sur le dos de sa main. « T'appelle papa. » La porte s'ouvrit doucement. Alexandre entra, apportant avec lui la légère effluve de son eau de Cologne. « Je t'ai préparé un verre de lait chaud. Bois un peu et dors. » Sa voix était aussi tendre que si de rien n'était. Sophie ne se retourna pas, répondant seulement à voix basse. « Tu n'as pas besoin d'être si gentil avec moi. Pourquoi dis-tu ça? Parce que je crains qu'un jour ta bonté ne soit divisée équitablement avec quelqu'un d'autre. » L'air de la chambre s'alourdit. Alexandre soupira doucement, s'approcha avec l'intention de l'enlacer, mais elle se leva et recula d'un pas. Leurs regards se croisèrent, mais aucun des deux n'ajouta un mot. Cette nuit-là, ils dormirent dans le même lit, mais dos à dos. Entre eux régnait un silence aussi froid que la rosée nocturne. Dehors, le vent agitait les rideaux, faisant vaciller la lumière du lampadaire parisien. Dès lors, l'appartement haussmannien flambant neuf ne semblait plus chaleureux. Chacun de leurs pas résonnait avec la distance. Un vent froid s'était insinué entre leurs deux cœurs, rôdant en silence impossible à dissiper. Les jours suivants, la maison autrefois pleine de rires plongea dans un silence inhabituel. Sophie ne lui préparait plus le petit déjeuner, ni ne lui envoyait de SMS pour lui rappeler de manger à l'heure. Elle continuait de tout faire, de manière impeccable. Elle préparait le café, organisait ses papiers, et souriait en lui souhaitant une bonne journée. Mais ce sourire semblait n'être qu'une simple politesse dénuée de chaleur. Alexandre le remarqua. C'était un homme sensible aux petits changements, particulièrement dans son mariage. Quand elle passait près de lui, il remarquait qu'elle évitait son regard. Quand il lui touchait la main, elle se retirait subtilement, comme si elle craignait la douleur. Chaque nuit, elle s'endormait avant lui tournant le dos et cachant son visage sous les draps. « Tu as été très occupée dernièrement » demandait-il.
Non, juste fatiguée, répondait-elle. Chaque réponse était brève, douce, mais érigeait un mur fin entre eux. Au début, Alexandre pensa qu'elle était peu, être stressée par le travail, mais en voyant ses yeux fuyants et en écoutant ses légers soupirs dans la nuit, il commença à comprendre que quelque chose avait changé. Il ne savait simplement pas pourquoi. Un midi à l'hôpital, alors que Sophie révisait des dossiers médicaux, une collègue s'approcha d'elle et murmura « Dis, Sophie, tu es au courant. On dit que cette fameuse Juliette Moreau, celle qui collaborait avec le groupe, Beaumont est enceinte, et la rumeur dit que le père est quelqu'un de très important. » La voix de sa collègue était chargée de sous-entendus, tandis qu'elle la regardait du coin de l'œil, comme pour la sonder. Sophie s'arrêta net, le stylo suspendu au-dessus de la page. Elle sourit légèrement d'une voix si calme qu'elle en était glaciale. Un hôpital est fait pour soigner les malades, pas pour faire des commérages. Sur ce, elle ferma le dossier et s'éloigna. Mais en quittant la salle, son esprit était en plein chaos. Peu importe le nombre de rumeurs qu'elle avait entendues, aucune ne pouvait faire aussi mal que ce qu'elle avait elle-même vu de ses propres yeux cette nuit-là. Elle savait que les rumeurs avaient toujours un fond de vérité, et cette fois la vérité portait le nom de l'homme qu'elle aimait. Le soir, en rentrant à la maison, elle tenta de faire bonne figure. Il était dans son bureau, la lumière de la lampe baignant son visage sérieux. En entendant la porte, il leva les yeux et sourit légèrement. « Tu es rentré. Je viens de conclure un nouveau contrat. Je suis épuisée, mais je pense que les choses vont bientôt se calmer. » Elle répondit d'une voix aussi légère que le vent. « Bon travail. » 2 mots seulement. Mais à ses yeux, il était devenu un étranger. L'amour, qui était autrefois son pilier, n'était plus qu'une habitude. Cette nuit-là, il l'enlaça par derrière. « Tu sais, ces derniers temps, je te trouve différente. S'il se passe quelque chose, tu peux m'en parler. » « D'accord. » Elle inclina la tête, esquivant son étreinte. « Puis-je te demander n'importe quoi ? » « Bien sûr. » « Alors, si je te demande, quelle est ta véritable relation avec Juliette Moreau ?» La question plongea la pièce dans un silence de cathédrale. Alexandre resta figé, une expression de surprise sur le visage. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit au courant. Après un moment, il répondit d'une voix grave et basse. « Elle n'est que quelqu'un que j'ai aidé par le passé, rien de plus. » Sophie le regarda droit dans les yeux et vit une lueur d'hésitation si subtile qu'elle en était presque imperceptible, mais suffisante pour lui faire ressentir une piqûre au cœur. Elle sourit amèrement. « J'en suis heureuse. Alors je n'aimerais pas que les gens se méprennent et pensent que le PDG du groupe Beaumont est un homme infidèle. » Ayant dit cela, elle se retourna, la voix monocorde, mais le cœur serré jusqu'à l'asphyxie. Après qu'elle eut quitté la pièce, Alexandre resta debout pendant un long moment. Il ne s'attendait pas à ce que la nouvelle lui soit parvenue si vite. Il voulait s'expliquer mais ne savait pas par où commencer, car la vérité était bien plus compliquée que ce qu'elle imaginait. Depuis ce jour, ils se parlèrent de moins en moins. Les dîners se résumaient au bruit de l'argenterie contre la porcelaine. Les matins n'étaient plus accueillis par un sourire, mais par le silence. Il y a des distances qui n'ont pas besoin de mots pour être évidentes. Quand les regards ne se cherchent plus, l'amour commence lui aussi à s'éteindre. Dans cette maison qui paraissait chaleureuse, un vent froid s'était engouffré sans que personne ne s'en rende compte. Cet après-midi-là, le ciel de Paris était d'un gris plombé et une fine bruine tombait sur les marronniers devant la fenêtre du bureau d'Alexandre Beaumont. Il reçut un SMS laconique « J'ai besoin de te voir. C'est très important. » Le message venait de Juliette Moreau et le rendez-vous était fixé dans un bistrot près de l'hôpital. Il fixa l'écran en silence pendant un long moment. Finalement, il prit sa veste, dit à son assistante de ne laisser personne le déranger et partit. Il avait un mauvais pressentiment. Bien qu'il sût que cela pourrait tout compliquer, il ne pouvait pas fuir. Par cet après-midi pluvieux, le petit café parisien était dissimulé derrière une rangée de vieux bâtiments en pierre de taille. L'ambiance était calme. Ça sentait le café noir et un doux jazz résonnait en fond. Juliette était assise dans un coin, le visage pâle, une main posée sur son ventre, légèrement rebondie. En le voyant, elle leva la tête et esquissa un sourire forcé. « Tu es venu !» Alexandre s'assit. Son regard était serein, mais sa voix grave et chargée. « Tu ne devrais plus me contacter, Juliette. Tout devrait s'arrêter là. » Elle se mordit la lèvre, la voix tremblante. « Ne comprends-tu pas que je n'ai pas d'autre issue ?
Cet enfant est de toi. Cette phrase fut comme un coup de couteau dans l'air froid et tendu. Alexandre resta silencieux. Son regard reflétait la douleur, la colère et finalement une profonde lassitude. Il répondit lentement « J'assumerai la responsabilité de l'enfant ». Une phrase qui semblait simple, mais qui pesait des tonnes. Il le dit par conscience, par honneur ou pour autre chose que lui-même ignorait. Mais cette phrase fut entendue par hasard par une autre femme. À l'extérieur du bistrot, Sophie se tenait debout immobile. Elle n'avait pas l'intention d'aller là. Bamet, impatient, lui avait demandé de passer lui remettre des rapports médicaux. Et par l'ironie du destin, le café se trouvait juste à côté de l'hôpital. À travers la porte entr'ouverte, la voix de son mari avait résonné clairement. Mot pour mot, « J'assumerai la responsabilité de l'enfant ». Elle resta paralysée, le cœur compressé. Ce ne fut qu'un instant, mais son monde entier s'effondra. Elle fit demi-tour et s'en alla marchant vite, craignant de s'effondrer en pleine rue. La pluie tombait de plus en plus fort. Elle n'avait pas de parapluie et marchait parmi les passants pressés. Tous les sons autour d'elle devinrent lointains. Il ne restait que le battement assourdissant dans sa poitrine et cette phrase résonnant dans sa tête « J'assumerai la responsabilité de l'enfant ». La responsabilité, pas l'amour. Mais quel homme assumerait la responsabilité d'un enfant qui n'avait rien à voir avec lui? Ce soir-là, en rentrant, Sophie était trempée et frissonnante de froid. Alexandre n'était pas encore rentré. La lumière vide du salon reflétait sa silhouette solitaire. Elle s'approcha du bureau, ouvrit son ordinateur portable et tapa les mots « demande de divorce ». Chaque ligne d'information qui apparaissait à l'écran était aussi froide et impersonnelle que son propre cœur en ce moment. En tapant le dernier mot, une larme salée tomba sur le clavier. Elle s'arrêta et fixa l'écran illuminé dans l'obscurité. Puis elle sourit pour elle-même. Elle savait qu'elle avait assez de raisons de partir, mais le courage lui manquait. Elle imprima le document, le signa, le plia soigneusement et le rangea dans un tiroir. Elle ne le présenterait pas. Elle le gardait juste comme un avertissement pour elle-même que cet amour avait atteint sa limite. Elle s'assit au bord du lit et regarda la photo de mariage sur l'étagère. Son regard s'adoucit et elle murmura, comme si elle parlait à la personne sur la photo, « Alexandre, si tu choisis la responsabilité, je choisirai ma dignité. Mais, malgré tout, je t'ai tellement aimé. » Dehors, la pluie continuait de tomber longue et lourde, comme une triste mélodie sans paroles. Dans la chambre, il ne restait que la faible lumière jaune, et une femme qui enfouissait le rêve d'un bonheur qui avait à peine commencé à éclore. Elle ne présenta pas la demande par faiblesse, mais parce que l'amour était toujours là, même si elle savait qu'aimer quelqu'un qui ne lui appartenait plus était un voyage de douleur. Le lendemain matin, une lumière pâle filtrait à travers les rideaux. Sophie se réveilla après une nuit d'insomnie, les yeux gonflés et rougis. Elle arrangea ses cheveux, enfila sa blouse blanche et quitta la maison par routine. Elle ne pleurait plus et ne voulait plus penser. L'hôpital devait ouvrir les patients, avait besoin d'elle. Et elle restait le docteur Laurent calme professionnel, ne laissant pas ses émotions interférer avec son travail. Mais le destin semble toujours trouver le moyen de mettre les gens à l'épreuve. Dans la matinée, en passant par le service d'hospitalisation, l'infirmière en chef l'appela précipitamment « Docteur Laurent, il y a une nouvelle patiente dans la suite VIP du 3e étage. C'est un cas assez particulier. Elle a expressément demandé que vous soyez son médecin principal. » Sophie fut surprise. Une femme enceinte dans une suite VIP qui demandait à la voir, elle monta à l'étage avec le dossier à la main. La porte de la chambre s'ouvrit et en voyant la personne dans le lit, son cœur s'arrêta. C'était Juliette Moreau. Le même visage, le même regard innocent et fragile. Mais maintenant sous les draps blancs, son ventre arrondi était la preuve vivante d'une culpabilité impossible à dissimuler. Sophie resta figée quelques secondes, puis retrouva sa contenance et ouvrit le dossier. Sa voix était professionnelle et froide. « Je suis le médecin en charge. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. » Juliette leva la tête et sourit faiblement. « Je sais que tu es un excellent médecin. Je t'en remercie. S'il te plaît, sauve-nous mon bébé et moi. » Il y eut une seconde de silence. Sophie leva les yeux et la regarda directement. Dans ses yeux, autrefois bienveillants, il n'y avait plus qu'un calme profond de l'épuisement et une faille impossible à réparer. « Ne vous inquiétez pas, répondit-elle à voix basse.
Je sauverai ma patiente. Elle marqua une pause et ajouta d'une voix plus basse claire, détachant chaque mot. Mais je vous prierai de ne pas me tutoyer. L'atmosphère dans la pièce s'alourdit. Juliette sembla déconcertée, les yeux remplis de larmes. Ce n'était pas mon intention. Tout s'est passé très vite. Je ne voulais pas détruire ton bonheur. Mais vous l'avez fait, l'interrompit Sophie, la voix d'une tranquillité glaciale. Tous ceux qui disent « ce n'était pas mon intention » ne méritent pas d'être pardonnés. Vous saviez parfaitement qu'il était marié, et vous avez tout de même choisi de rester à ses côtés. Quant à moi, elle sourit amèrement, j'ai choisi le silence pour ne pas transformer nos vies en spectacle public. Mais le silence ne signifie pas l'ignorance. Juliette baissa la tête, les larmes trempant son oreiller. Le cœur de Sophie lui fit mal en la voyant, mais elle ne s'autorisa pas à s'attendrir davantage. Elle serra le dossier dans sa main et dit comme si elle se parlait à elle-même « Je ferai mon devoir en tant que médecin. Ne vous inquiétez pas, vous, et le bébé irait bien. Mais après la naissance, j'espère ne plus jamais avoir à vous revoir. » Sur ce, elle se retourna et sortit de la chambre, en marchant vite, craignant que si elle restait une minute de plus, elle ne pourrait retenir ses larmes. La porte se ferma. Le bruit de ses talons résonna dans le long couloir chaque pas, creusant un peu plus la faille dans son cœur. Elle se rendit dans la salle de repos et se regarda dans le miroir. Le reflet lui renvoya le visage pâle d'une femme qui pensait autrefois avoir un mariage parfait. Maintenant, tout n'était qu'un masque. À l'extérieur, la docteure sereine. À l'intérieur, l'épouse brisée. Elle porta la main au miroir, une boule dans la gorge. « Alexandre Beaumont », murmura-t-elle. « Pourquoi m'as-tu forcé à affronter cette humiliation ?» Une larme silencieuse et transparente roula sur sa joue. Il y a des fissures qui ne proviennent pas de la colère mais du silence. Quand la confiance se brise, toutes les explications deviennent inutiles. Et Sophie Laurent comprit que depuis ce jour, son mariage avait perdu son ancrage. Cette nuit-là, Sophie resta dans son bureau de garde. La lumière jaune pâle éclairait un bureau rempli de dossiers médicaux. Elle ouvrit le fichier fraîchement entré dans le système. Patiente Juliette Moreau. Nom groupe sanguin antécédent. Tout était clair. Mais en arrivant à la section des antécédents médicaux internationaux, sa main s'arrêta. Chirurgie cardiaque, remplacement valvulaire à Zurich, il y a 3 ans en mars. Mars, il y a 3 ans. C'était la même période où Alexandre Beaumont avait disparu pendant 2 mois pour un voyage d'affaires secret qu'il n'avait jamais vraiment expliqué. Le cœur de Sophie battit la chamade. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle se souvint qu'à son retour il y a 3 ans, il avait maigri le regard distant. Elle lui avait demandé ce qui s'était passé et il avait simplement souri. « Des affaires de travail, ne t'en fais pas. » À l'époque, elle l'avait cru, car elle avait toujours eu confiance en son mari. Mais maintenant, ces petits détails s'assemblaient pour former une image floue qui la laissait sans souffle. Elle s'adossa à sa chaise, ferma les yeux. Le tic-tac de l'horloge murale semblait marquer le rythme de son cœur. Elle ouvrit son ordinateur portable et accéda au système médical international avec ses identifiants de spécialistes. Elle chercha le registre de l'intervention à Zurich de cette année-là. Lorsque la page s'afficha, elle eut l'impression que son cœur s'arrêtait. Le signataire dans la section « Garant financier et personne de confiance » était Alexandre Beaumont. Un silence qui parut une éternité. Tout autour d'elle devint flou. L'homme qui prétendait être en voyage d'affaires avait en fait été aux côtés de cette femme, prenant soin d'elle, signant pour elle, la protégeant, pendant qu'elle était sur la table d'opération. Elle se mit à rire à voix basse, un rire dépourvu de joie. Il s'avérait que leur rencontre n'était pas une coïncidence. Depuis quand vivait-elle dans une histoire dont tout le monde connaissait le scénario, sauf elle? Elle continua de parcourir le dossier. Dans la section des notes post-opératoires, il y avait une ligne manuscrite en français avec une écriture maladroite, mais familière, « Prompt rétablissement. Je reviendrai ». Il était impossible qu'elle se trompe. C'était son écriture. Sophie ferma le dossier les mains tremblantes. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, Paris brillait. La circulation fluait comme si de rien n'était. Seule elle était prise au piège entre 2 strates de mémoire. Un passé et un présent où l'amour autrefois lumière n'était plus qu'une plaie béante. Son téléphone vibra. Un SMS d'Alexandre « Je rentrerai tard ce soir, ne m'attends pas ». Une simple phrase,
mais ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase de son amertume. Elle ne répondit pas. Elle éteignit son téléphone en silence, sortit la demande de divorce du tiroir et la posa sur le bureau. Cette fois, elle ne pleura ni ne douta. Avant de partir, elle jeta un dernier coup d'œil au dossier médical. Sur la couverture, il était clairement écrit « Patiente Juliette Moreau ». Garant, Alexandre Beaumont. Ces mots étaient comme un sceau gravé au fer rouge impossible à effacer. Sophie comprit que l'amour ne se résumait pas seulement à la trahison, mais aussi au secret capable de tuer la confiance. Dehors, le vent soufflait à travers les fentes de la fenêtre, apportant le premier froid de la saison. Un chapitre se fermait, mais derrière lui, une tempête se préparait. La nouvelle éclata le lendemain matin. Le PDG du groupe Beaumont entretient secrètement une maîtresse enceinte. La protégée est admise dans une chambre VIP d'un hôpital privé. Les intéressés gardaient le silence, mais les preuves étaient claires. Chaque gros titre était comme un coup de marteau porté à l'honneur d'Alexandre Beaumont. Sur les réseaux sociaux, les photos de lui sortant de l'hôpital par une nuit pluvieuse furent agrandies, retouchées et accompagnées de légendes malveillantes. On le traitait d'adultère, de traître envers sa femme, une docteure réputée. On disait que Juliette était sa protégée de l'ombre depuis 3 ans. Les actions du groupe Beaumont s'effondrèrent à la Bourse de Paris. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. Les médias campèrent devant le siège de l'entreprise sur les Champs-Élysées. Les flashs des appareils photos étaient comme des milliers d'aiguilles pointées vers lui. Dans la salle de réunion, l'atmosphère était électrique. Un directeur de département frappa du poing sur la table. « Monsieur Beaumont, vous devez fournir une explication publique. Sinon, le groupe perdra toutes ses actions stratégiques cette semaine. » Alexandre restait assis, le regard fixé droit devant lui. Sa chemise était légèrement froissée, sa cravate desserrée. Il paraissait épuisé, bien loin de sa prestance habituelle. Il savait que quoi qu'il dise, ce serait déformé, mais que le silence équivalait à des aveux. Finalement, il se leva, la voix enrouée par une nuit blanche. « Préparez une conférence de presse. Je vais parler. » Cet après-midi-là, le hall de l'immeuble d'affaires était bondé de journalistes. « Monsieur Beaumont, avez-vous trompé votre femme? Le bébé est-il de vous ?» Les questions fusaient dans un chaos assourdissant. Alexandre était au centre du cyclone. Son regard était las et profond, mais il conservait une posture altière. Il prit le micro, la voix calme, mais lourde comme du plomb. Il y a des choses dont le bien et le mal ne peuvent s'expliquer en une seule phrase. Mais si vous me demandez si j'ai trahi ma femme... Il marqua une pause. Des centaines d'objectifs se braquèrent sur lui. L'air s'épaissit d'anticipation. Pendant un instant, ses lèvres tremblèrent et son regard se perdit au loin, comme s'il cherchait la femme qui, dans une pièce, quelque part le regardait à travers un écran. « Je lui dois ma vie entière. » La phrase provoqua une onde de choc dans la salle. Les journalistes se bousculèrent. « Cela signifie-t-il que vous admettez votre erreur ? À quoi faites-vous référence ?» Mais Alexandre ne dit pas un mot de plus. Il s'inclina légèrement et quitta l'estrade, laissant derrière lui un chœur de cris. Sur l'écran de son téléphone dans son bureau à l'hôpital, Sophie regardait la diffusion en direct. Le visage de cet homme fier mais blessé, sincère mais rempli de secrets. « Je lui dois ma vie entière ». Une phrase qui pour le monde sonnait comme des aveux, mais qui pour elle résonnait comme un adieu. S'il était innocent, pourquoi n'avait-il pas dit « Je ne l'ai pas trompé ». S'il l'aimait encore, pourquoi choisissait-il simplement de baisser la tête et de supporter? Elle éteignit le téléphone, les mains tremblantes, le cœur rempli d'une amertume indescriptible. Aux yeux du monde, c'était la déclaration d'un amant fautif. Mais dans son cœur, ce fut le coup de poignard final qui acheva le peu de confiance qui lui restait. Elle se leva, retira son alliance et laissa l'anneau froid sur le bureau, murmurant dans le silence. « Alexandre, tu me le dois, certes, mais je n'ai pas besoin que tu me paies, car ce que je voulais, tu n'as jamais été capable de le préserver. » L'appartement flambant neuf sentait encore le bois ciré, mais l'air y était aussi froid que l'hiver. Les photos de mariage accrochées au mur semblaient avoir perdu leur couleur. Sophie rentra une nuit sans pluie, ni vent, seulement le silence. Elle posa sur la table une enveloppe blanche. À l'intérieur se trouvait la demande de divorce. Elle se redressa et regarda l'homme assis en silence sur le canapé. Alexandre paraissait exténué. « Je croyais pouvoir m'expliquer, dit-il.
d'une voix basse et éraillée. Mais maintenant toute parole est inutile, n'est-ce pas? Elle sourit un sourire si pâle qu'il en était douloureux. Ce n'est pas inutile, c'est juste trop tard. Elle fit glisser le document vers lui. Je peux sauver des vies, mais je ne peux pas sauver un amour qui est mort. La pièce sombra dans le silence. Alexandre regarda le papier. Sa main trembla, se ferma en poing, puis se détendit. Il prit le papier. Son regard s'arrêta sur la dernière ligne. Motif perte de confiance. Un sourire fugace apparut sur ses lèvres. Le sourire de quelqu'un qui vient de perdre la chose la plus importante de sa vie. Soudain, il déchira le papier en morceaux. Les fragments blancs tombèrent sur le sol. « Je n'accepte pas », dit-il d'une voix grave et ferme. « Je n'accepte pas ça, Sophie. Je ne t'ai pas trahi. Je voulais seulement. » Son regard se perdit. Protéger une vie envers laquelle j'avais une dette. Sophie le regarda en face, les yeux sereins mais résolus. « Alors acceptes-tu que j'ai cessé de t'aimer ?» Un silence accablant s'ensuivit. Alexandre resta pétrifié. Elle s'approcha, s'accroupit et ramassa les morceaux de papier éparpillés, les plia soigneusement et les déposa dans le creux de sa main. « Je ne t'en veux pas, mais nous sommes allés trop loin pour faire demi-tour. J'ai besoin de partir. Non pas parce que je te hais, mais parce que j'ai besoin d'apprendre à m'aimer moi-même. » Il tendit la main comme pour la retenir, mais s'arrêta à mi-chemin. Elle secoua la tête. « Tu as dit un jour que tu me protégerais toute la vie. Mais ce dont j'avais besoin, ce n'était pas d'un protecteur, mais de quelqu'un qui me fasse confiance. » Elle se retourna et se dirigea vers la porte. Lorsqu'elle toucha la poignée, elle s'arrêta et dit « Tu peux sauver ton honneur, sauver l'enfant, sauver le groupe Beaumont, mais tu ne peux pas sauver un cœur qui a cessé de battre pour toi. » La porte se ferma sans bruit, ne laissant qu'un léger parfum d'elle. Alexandre s'assit sur le canapé, serrant dans ses mains les bouts de papier déchirés. Cette nuit-là, la pluie tomba sans discontinuer. À l'extérieur des urgences, le gyrophare rouge clignotait. La nouvelle de l'accident de Juliette tomba comme un coup près. Sa voiture avait quitté la route dans une pente près de la banlieue parisienne. Lorsqu'elle arriva à l'hôpital, son état était critique. Le choc mettait en danger son cœur déjà opéré, qui risquait de lâcher à tout moment. Les médecins se réunirent en urgence, mais lorsque le nom de Juliette Moreau apparut, tous les regards se tournèrent vers Sophie. Elle gardait son calme. « Préparez le bloc opératoire 3. Je serai la chirurgienne principale. » En entrant dans la salle sous la lumière, crut le visage de Juliette était livide. Sophie la regarda, et tout ressentiment s'évanouit, ne laissant que l'instinct du médecin. Sauver d'abord, juger ensuite. À ses côtés, une infirmière lisait les constantes. Le rythme cardiaque est instable. La tension chute. Dans l'air lourd, Juliette remua les lèvres. L'infirmière se pencha. « Docteur Laurent, je crois qu'elle essaye de dire quelque chose. » Sophie approcha son oreille. La voix de Juliette n'était qu'un souffle. Le bébé n'est pas de lui. Sophie se figea. Le bistouri lui échappa et tinta sur le plateau en métal. La salle entière sembla suspendue. « N'est pas d'Alexandre. » Elle regarda le visage faible de Juliette. « N'est pas de lui. » Cette phrase déchira le voile de mensonge. Soudain, l'alarme retentit. « Arrêt cardiaque. Préparez le défibrillateur !» cria une infirmière. Le choc ramena Sophie à la réalité. Elle reprit un bistouri. « Continuez les compressions à mon rythme. » Après des minutes qui parurent des siècles, le cœur recommença à battre faiblement. Lorsque l'opération se termina, elle sortit dans le couloir froid. Alexandre était là, la chemise trempée. « Comment va-t-elle » demanda-t-il. Sophie le regarda, cet homme qui avait déchiré la demande de divorce devant elle. « Elle a passé le cap critique », dit-elle à voix basse. Elle marqua une pause. « Mais l'enfant n'est pas de toi. » La phrase tomba comme un coup de tonnerre. Alexandre resta muet. Sophie se retourna et s'éloigna sans attendre d'explication. 3 jours plus tard, le ciel de Paris s'était dégagé. Les résultats du test ADN étaient arrivés. Aucune relation de parenté avec Alexandre Beaumont. L'après-midi, Juliette se réveilla et murmura à l'attention de Sophie. « Tu as gagné. »« Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Sophie. Juliette tourna la tête vers la fenêtre. « Il y a 10 ans, mon père était directeur de succursale chez Beaumont. Il a refusé de signer un contrat frauduleux pour le père d'Alexandre. En retour, on l'a faussement accusé. Il a été renvoyé et s'est suicidé.
Ma mère est devenue folle et on m'a envoyée en Suisse avec un cœur malade. Sophie resta sans voix. Juliette continua un sourire douloureux aux lèvres. Je voulais qu'il goûte à ce que c'est de tout perdre. Je ne pensais pas que tu serais la plus blessée. Je savais qu'il ne m'avait jamais touchée, mais j'ai provoqué la situation pour que la presse en parle pour que tu le quittes. Elle sourit douloureusement. Mais j'ai trouvé un vieux dossier caché par son père. Le dossier de ton erreur médicale lors de ton internat, celle qui a coûté la vie à un patient. Le cœur de Sophie s'arrêta. « Qu'as-tu dit ?»« J'ai menacé Alexandre, » murmura Juliette les larmes aux yeux. « Je lui ai dit que s'il ne prétendait pas être le père de mon enfant et ne subissait pas l'humiliation publique, je livrerais ce dossier à la presse. Ton erreur médicale t'aurait valu la radiation de l'ordre des médecins. Il a choisi d'endosser le rôle du salaud. Il a pris tout le blâme, a supporté toutes les rumeurs, pour te protéger. » L'image de cette année-là lui revint en mémoire. Et une seule personne s'était interposée pour la protéger en silence, Alexandre. Elle pensait qu'il l'avait fait par amour, mais il s'avérait qu'il l'avait payé de son propre honneur. Alexandre entra dans la chambre. Il ne regarda que Sophie. « Je le sais déjà, » dit-elle d'une voix rauque. Il hocha légèrement la tête. « Je préférais que tu me haïsses plutôt qu'on te détruise. » Le soir même, dans son bureau sombre, Sophie comprenait enfin. Alexandre ne l'avait pas trahi. Il avait choisi de porter la réputation d'un monstre pour la protéger. Mais cet amour était devenu une blessure béante. La porte s'ouvrit, il posa un plateau repas sur le bureau. « Tu n'as rien mangé. »« Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-elle finalement. Il soupira. « J'y ai pensé. Mais si l'affaire de ton patient ressortait, tu perdais tout. Je ne pouvais pas le permettre. Et tu penses que j'avais besoin d'un héros ?» Sa voix tremblait. « J'avais juste besoin de la vérité. Tu m'as laissé tellement seule que je ne pouvais plus respirer. » Elle se leva, prit une copie de la demande de divorce. Cette fois, sa signature était ferme. « Je la déposerai demain matin. Non pas parce que je te déteste, mais parce que je n'ai plus le courage de t'aimer à nouveau. » Il la regarda avec une douleur indicible. « Je comprends. Parfois l'amour ne meurt pas par trahison, mais par des blessures qu'on ne peut effacer. » Elle déposa les papiers. « Merci, » murmura-t-elle. En sortant dans la nuit pluvieuse, deux personnes qui s'étaient aimées à s'en oublier devenaient des étrangers. Au matin, Sophie déposa sa démission à la direction de l'hôpital. Elle accepta un poste dans une organisation médicale internationale en Europe. « J'ai besoin de distance, » dit-elle simplement. Le soir, elle fit ses valises dans l'appartement vidé de ses rires. Alexandre arriva le regard ravagé. « Tu pars vraiment ?» demanda-t-il. « Oui. Mon vol est demain. Je choisis de soigner les autres car je ne peux pas me soigner moi-même. » Elle laissa son billet sur la table. « Tu peux garder cet appartement. Entre nous, il n'y a plus de dette. » Elle sortit sous la bruine parisienne, tirant sa valise, le laissant seul dans l'embrasure de la porte. 5 ans passèrent. Sous la neige suisse de Zurich, Sophie Laurent était devenue une cardiologue de renom européen. Une vie calme, ordonnée sans bruit ni larmes. Mais parfois, en voyant la neige tomber depuis les fenêtres du bloc opératoire, elle se rappelait la pluie de Paris. Elle assistait à une grande conférence médicale. Après sa brillante présentation, elle descendit dans le hall luxueux. Là, elle croisa un visage familier. Alexandre Beaumont, en costume sombre impeccable, des tempes grisonnantes, assis sous le panneau du sponsor d'honneur, Fonds d'investissement médical, Groupe Beaumont. Leurs regards se croisèrent au son d'un doux jazz au piano. « Cela fait longtemps, docteur Laurent, » dit-il avec un léger sourire. « Félicitations pour le fonds d'investissement. C'est ma seule façon de rester proche de ce en quoi tu crois. » Ses yeux reflétaient la lumière de Zurich comme autrefois à Paris. « Es-tu heureuse ?»« Je suis en paix, » répondit-elle. « Et vous ? J'apprends à vivre avec ton souvenir. » La musique s'arrêta. « Je vous souhaite le meilleur, monsieur Beaumont, » dit-elle avant de se fondre dans la foule. Plus tard, dans un café enneigé près de la gare Alexandre, la rejoignit. « Je t'ai cherché partout, » confessa-t-il. « Mais je n'étais pas sûre que tu veuilles me voir. Je t'ai pardonné depuis longtemps, » murmura-t-elle doucement. « Mais pardonner ne signifie pas revenir. Nous avons eu un amour magnifique. C'est juste dommage que ce n'était pas le bon moment. » Elle se leva, sa silhouette s'évanouissant dans le blanc de la nuit. Le lendemain, à l'aube, le train pour la frontière française quitta Zurich. Le téléphone de Sophie vibra.
Un message d'Alexandre. Dans une prochaine vie, j'espère que tu me sauveras. Non pas avec un bistouri, mais avec ton cœur. Elle sourit en paix. Alexandre, je t'ai déjà sauvé avec toute ma jeunesse. Le train traversa les montagnes enneigées vers une nouvelle lumière. Et à des centaines de kilomètres de là, à Paris, Alexandre regardait le ciel conservant dans sa main l'alliance qu'il n'avait jamais pu jeter. Tous deux, à leur manière, continuaient d'avancer.